Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire un meuble de salle de bain relativement modeste, mais j'ai été obligé de le fabriquer pour une simple et bonne raison que j'ai pas trouvé dans le commerce un meuble avec la lumière et une prise qui va nous permettre de brancher par exemple un sèche-cheveux. J'ai conscience qu'au niveau sécurité c'est un petit peu limite, mais c'est très nécessaire d'avoir au moins une prise dans la salle de bain et donc je vais la positionner au niveau du meuble. J'ai acheté le miroir en grande surface de bricolage et j'ai fait quelques plans rapides sur papier pour pouvoir faire le projet. D'ailleurs ça m'a un petit peu porté préjudice et j'aurais pas dû faire ça. Et avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, moi je m'appelle Philippe, je suis ingénieur de formation, passionné de menuiserie et ici je vous partage mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux, plus vite, en y prenant plus de plaisir. Donc si le programme t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne. Première étape, une fois qu'on a fait le plan, on peut directement passer aux découpes. Je fais tout à la scie à format, c'est vraiment le plus pratique quand on a des panneaux à couper, d'autant que celle-ci elle est équipée d'un inciseur, c'est-à-dire il y a une toute petite lame juste avant la lame principale qui va nous permettre d'enlever le parement du bois et ça va éviter d'avoir des éclats sur le mélaminé, c'est extrêmement pratique. Le mélaminé c'est du imitation chêne et c'est les restes du projet de l'entrée que j'avais réalisé il y a quelques temps. L'idéal quand on fait le débit à la scie à format, c'est de limiter un maximum le pointage de la machine. Donc on va essayer de faire toutes les coupes longitudinales en une seule fois et ensuite on fera toutes les coupes transversales pour que, eh bien, par exemple, au niveau de la largeur, on ait exactement la même largeur sur toutes les planches. Le réglage le plus important quand on découpe des grands panneaux, c'est de vérifier l'équerrage du chariot et pour ça j'utilise la méthode des 5 coupes qui permet de s'assurer qu'on est bien à 90 degrés sur le chariot. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai un lien vers une vidéo où je vous explique le principe de vérification avec les 5 coupes. Une fois qu'on a fait le débit, je passe directement au plaquage de champs. C'est important de plaquer les champs avant de faire les usinages des assemblages par exemple, puisque comme on va rajouter une certaine surépaisseur, et bien si on ne la prend pas en compte, on va avoir des désaffleurs une fois qu'on aura fait les assemblages. Donc c'est mieux de plaquer les champs avant. Si vous utilisez une plaqueuse de champ, bien souvent, elles sont équipées d'un système qui va enlever l'épaisseur du champ. Donc ça c'est extrêmement confortable, sauf que eh bien, ça demande des très grosses machines que je n'ai pas. Donc d'abord on plaque les champs et ensuite seulement je fais les assemblages. Pour plaquer les champs, j'utilise la Conturo de Festool, elle est extrêmement pratique puisque ça permet d'avoir des champs qui ne sont non pré-encollés et elle va mettre la colle directement sur le champ et en appuyant sur le côté, on va avoir un champ qui sera parfaitement plaqué. C'est extrêmement solide et extrêmement durable. L'inconvénient majeur de cette machine, c'est que quand on veut faire des petites pièces, eh bien, elle n'est pas trop faite pour ça et l'idéal, ça aurait été de la monter en stationnaire avec des gabarits qui sont proposés par Festool, mais j'ai pas investi dans ce genre de choses pour l'instant, donc je bricole un petit peu pour les petites pièces. C'est vraiment une belle machine qui fait gagner énormément de temps quand on fait du plaquage de champs, mais pour être complètement honnête, j'ai du mal à justifier cet achat, donc je pense que je la revendrai prochainement. Je finis les aménagements de la maison et les quelques rangements qui me restent à faire et on vend tout. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée sur le prix des machines et comment optimiser les dépenses. On s'est fait les petites rainures à l'arrière des panneaux pour accueillir le contreventement, ce sera aussi le support du miroir. J'ai fait ça avec la petite défonceuse Makita, donc au niveau fonctionnement, bon, faut bien penser à tout serrer. J'ai fait une petite boulette parce que justement, eh bien, j'ai le guide qui a lâché et ça a desserré, du coup j'ai une petite encoche ici qui s'est faite. Je pense pas que ça se verra une fois que le miroir sera devant, mais c'est quand même malheureux. Et surtout, ce que je peux constater, c'est la première fois que je m'en sers en mode défonceuse et la qualité de l'aspiration est nullissime. J'avais jamais vu un truc pareil, tellement que je me suis posé la question, est-ce que l'aspirateur est démarré? J'ai enlevé le casque, j'ai regardé. En fait, oui. En fait, c'est juste que là, le système d'aspiration, il est vraiment pas efficace.
Et donc elle m'a repeint littéralement l'atelier, il y en a absolument partout. Donc ça c'est vraiment un gros point négatif de la machine, parce que quand on fait du défonçage, on fait beaucoup de poussière, de copeaux, donc c'est important d'avoir un bon système d'aspiration, et là c'est un peu malheureux. On continue avec une machine qui ne fait pas de poussière, la Domino, et on va faire les assemblages. Maintenant qu'on a les champs de plaqués, on peut passer à l'assemblage. Donc là, je fais tout avec la Domino. La Domino, ça a l'avantage d'être fluide et rapide, ou presque. Au début, je voulais faire du démontable. La seule problématique avec le démontable, c'est que ça coûte assez cher. Le système s'appelle les Domino KV6D8. J'ai acheté le kit qui permet de les fabriquer, mais comme je suis quand même à 2 € l'assemblage démontable, là on va faire du collage, ça ira très bien. En plus, comme c'est un petit meuble, il ne sera pas lourd, donc même si je le colle dans l'atelier, je n'aurai pas de difficulté à le déplacer jusqu'à son point d'installation. Alors que si on fait une bibliothèque, là le démontable prend tout son sens, puisque s'il faut assembler la bibliothèque dans l'atelier puis la déplacer, c'est beaucoup moins confortable pour le dos. Une fois l'assemblage fait, je passe aux rainures. Alors c'est important de faire les rainures pour le panneau arrière. J'aurais pu aussi le clouer, mais j'aurais eu des difficultés à le camoufler. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir faire des rainures. Et je fais ça avec la nouvelle défonceuse que j'ai reçue il y a quelques temps. C'est la petite Makita qui fait quand même bien son office. C'est la première fois que je m'en sers en tant que défonceuse. Et ma foi, c'est fonctionnel. Je peux à présent passer à l'électricité. J'ai l'arrivée électrique qui sera derrière le meuble et ça va me permettre de faire l'alimentation de la prise qui sera en frontale, de l'interrupteur qui sera aussi en frontale et qui me permettra d'allumer et d'éteindre la lumière, la petite réglette que je vais positionner sur le dessus. Les interrupteurs, c'est des Schneider et la réglette, je l'ai prise chez Emuka. L'esthétique est vraiment bien, par contre elle éclaire pas grand chose, c'est le point assez négatif de cette lumière. Une fois que l'électricité est faite, je peux passer à l'installation, la partie atelier est terminée. Pour positionner facilement les assemblages invisibles, là j'utilise le niveau laser, il n'y a pas mieux pour être précis dans les positionnements.
Pour percer la faïence, j'ai utilisé des trépas en diamant et j'ai mis après des chevilles mollies parce que derrière c'est du placo. Avec 4 points d'accroche en chevilles mollies, je suis largement dimensionné pour le meuble. Et comme il y aura sûrement un effort qui sera fait en avant-arrière au moment où on mettra la prise électrique et qu'on enlèvera aussi la prise, j'ai mis une petite équerre juste en dessous de manière à ce que ce ne soit pas visible mais qui va permettre d'éviter quand on tire sur la prise de décoller le meuble du mur. Je peux à présent passer au collage du miroir. J'aurais sûrement pu le faire avant mais c'est toujours plus confortable de coller le miroir à la fin, comme ça je suis sûr de ne pas le casser lors des manipulations. Le miroir disposait de ferrures à l'arrière, ce qui m'a permis de coller les ferrures directement sur le fond de mon meuble. J'ai utilisé de la colle Sikaflex avec un bon tac, ce qui veut dire que quand je vais positionner le miroir, il va directement rester en place et il ne bougera pas. On arrive déjà à la fin de cette réalisation d'un projet relativement modeste, mais j'avais pas trouvé dans le commerce un équivalent qui allait me permettre d'avoir ces fonctionnalités-là. J'ai pas réalisé de plan en 3D pour ce projet, par contre sur les autres projets que j'avais fait précédemment, eh bien les plans sont disponibles au téléchargement juste en dessous si vous voulez vous en inspirer pour faire vos réalisations. J'espère que cette réalisation vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Est-ce que vous préférez les réalisations? Est-ce que vous préférez les tests d'outils? Bref, donnez-nous vos idées, on est toujours très curieux de savoir ce que vous aimeriez avoir. La semaine prochaine, on va parler de French Clit et on va notamment faire un système pour les tournevis puisque eh bien, le mien est tombé, littéralement. Il était très mal conçu à la base. Ce sera l'opportunité de revenir un petit peu sur les règles de conception des French Clits, comment faire des French Clits qui tiennent et qui durent dans le temps. Donc si vous voulez voir la vidéo sur les French Clits, pensez à vous abonner à la chaîne, comme ça vous êtes sûr de ne pas la rater. D'ici là, faites des choses de vos mains, faites des projets, amusez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!